Allez, on poursuit avec la première table ronde de cet après-midi. Monter un projet agrivoltaïque, regard croisé, juridique, économique et pratique. Le cadre réglementaire de l'agrivoltaïsme a été précisé par la loi d'accélération, on en a parlé, pour la production des énergies renouvelables, la fameuse APER, de la conception et de l'installation à son financement, de l'évaluation des coûts à la définition d'un modèle économique viable. Je vous propose à présent un éclairage, plutôt des éclairages juridiques et pratiques sur le montage d'un projet. On va prendre un angle plus pratique par rapport à ce matin. On va exposer ce que sont les modalités concrètes, environnement réglementaire, etc. Et je vais vous demander d'accueillir chaleureusement les intervenants de cette session, à savoir Florian Ferjou, avocat. Venez me rejoindre. Guillaume Laurisson, notaire. Vincent Dufaux, chef de projet chez Acte Agri Plus. Et Hermine Durand, directrice adjointe des questions du département de l'énergie à la DGEC. Ah, enfin une femme à une table ronde. Ah là là, c'est pas gagné. Merci à tous d'être là en tous les cas. J'aimerais démarrer la discussion avec vous, Florian Ferjou. Donc, je l'ai dit, avocat. Vous représentez le cabinet Gosselin Avocat à Paris et à Rennes, spécialisé en droit de l'environnement et droit de l'énergie. Donc, avec vous, on va parler des enjeux juridiques. Vous allez intervenir comme expert en législation et porter le cadrage de l'ordre de la législation. Ma question, elle est simple. Que permet aujourd'hui la loi et les décrets d'application qui sont sortis, et d'ailleurs ceux qui ne sont pas encore sortis? Et merci pour cette journée. Merci Enerplan pour l'organisation. Il y a un avant et un après, vraiment, entre la loi APER, la loi d'accélération du 10 mars 2023 et ce qui se faisait avant. Ce qui se faisait avant, en fait, c'est que les projets photovoltaïques entraient dans le cadre juridique de tous les autres projets. On regardait ce qui pouvait être fait en dehors des espaces urbanisés. On avait cette notion qui a été développée de compatibilité et de production significative avec la parcelle agricole sur laquelle on allait s'implanter. Et puis, il y a eu la loi APER, le décret d'application avril 2024, et puis finalement aussi l'arrêté de juillet 2024 pour finir on va dire, ce cadre juridique nécessaire à son développement. Et là, on change un peu tout. C'est-à-dire que cette fois-ci, c'est le droit qui considère, qui donne naissance à l'installation agrivoltaïque au sens juridique du terme. Et à partir de là, on y attache des possibilités, des critères, des conditions. Et ces conditions-là, on voit la manière dont elle a été rédigée, cette loi, et les décrets d'application en sont aussi une illustration. On a une place centrale de l'activité agricole à l'intérieur de ces projets-là. On voit ça à travers les conditions. Je ne les cite pas toutes parce qu'elles sont assez techniques, assez nombreuses, mais il y a beaucoup de cases à cocher. Il y a le revenu durable pour l'agriculteur. L'activité principale doit être l'activité agricole avant d'être l'activité énergétique. Il doit y avoir une production significative sur le terrain. Et puis il y a d'autres enjeux aussi. Ça dépasse un peu tout ça. Il y a la réversibilité de l'installation, le fait qu'elle ne soit pas à durée illimitée aussi sur le terrain, avec un enjeu peut-être de revenir à une activité agricole pure, sans énergie dessus. Voilà. Mais en tout cas, cette loi, ce qui n'était pas le cas avant, elle nous donne une feuille de route, c'est dans le code cette fois-ci, alors qu'avant on était plutôt sur de l'application jurisprudentielle. Elle nous donne la feuille de route. Je ne dis pas que les choses sont simples, puisque ces nombreuses conditions vont faire l'objet, et le font en ce moment, l'objet d'appréciation de la part des porteurs de projets, de la part des administrations, au sens avec un S, autant de départements qui instruisent les dossiers en ce moment. Et tout ça aussi sous le contrôle du juge, le juge administratif, qui évidemment aura aussi son mot à dire sur la manière dont sont autorisés les projets agrivoltaïques. Oui, vous m'avez dit, en fait, finalement, les textes rebattent toutes les cartes aujourd'hui, ce qui change beaucoup de paramètres, comme par exemple la place, la question de la place, la localisation des projets. On peut dire que c'est une refonte totale de ce qu'on peut faire par rapport à ce qu'on faisait avant la loi. On n'est plus du tout dans la même logique, c'est ça ? Alors, ce qui se passait avant, c'est que de plus en plus, l'administration et le juge demandaient déjà aux développeurs de projets d'avoir cette protection de l'activité agricole sur le terrain. Je vous ai dit, l'activité agricole significative était un critère qui existait avant la loi APER. Mais là,
on va beaucoup plus dans le détail, on va beaucoup plus dans la technique aussi, dans ce qui va devoir être le dossier de demain. Mais oui, on rebat toutes les cartes parce que on change toute l'approche, on change le dossier de demande. Les administrations vont aussi avoir de nouvelles notions à mettre en pratique. Et bien tout ça, c'est un beau défi, un défi qui, malgré tout, ce cadre-là, il faut le voir plus comme une idée qu'on développe les projets. Si on fait un cadre, c'est qu'il y a une demande. Et aussi, l'idée, c'est de développer ces projets-là. Il y a un équilibre qui est trouvé, en tout cas qui est recherché par la réglementation. Et puis c'est la pratique, surtout. Maintenant, on va être dans la pratique du droit, la pratique aussi de l'équilibre économique que vous allez mettre en place. Eh bien, cette pratique du droit, progressivement, va nous permettre d'aboutir aussi à cet équilibre trouvé entre les textes et leur appréciation, entre on va dire cette activité agricole existante et le projet énergétique qui va venir en coactivité de cette activité. Ce qui est nouveau aussi, m'avez-vous dit, c'est cette partie importante du contrôle de l'exécution aujourd'hui. Oui, alors trois éléments très importants qui sont différents de ce qu'on avait avant. D'une, même si elle était là, la place de l'agriculteur exploitant, évidemment. C'est un partenaire du dossier, partenaire du projet. Il y a des éléments contractuels qui vont devoir se développer avec lui pour le développeur. C'est un partenaire parce que finalement, le projet, il ne peut pas se faire sans lui, que ce soit au départ, sa définition, mais aussi pendant son exécution. Et j'en viens aussi à l'exécution, effectivement, parce que ce qui est un peu radical avec la conception d'avant, et même la conception, alors ça c'est plus pour les juristes, du droit de l'urbanisme. Normalement, un permis de construire, une fois qu'on a construit la maison, c'est terminé, on passe à autre chose. On regarde si l'installation, si la construction, si la maison correspond au plan du permis de construire. Et puis l'administration, finalement, elle ne vient juste contrôler si on construit une véranda qui n'était pas autorisée ou autre. Là, on entre dans une autre logique, même si on est dans le permis de construire. La logique, c'est que même quand on sera après la construction du projet, eh bien, on va avoir tout un processus de contrôle de ces installations. Contrôle a priori, avant même son exploitation, et puis contrôle périodique de ces installations. Ça ressemble plus à si on est juriste encore, à du droit de l'environnement plus que du droit de l'urbanisme. Mais cette notion de contrôle, elle est nouvelle. Elle est là, évidemment, pour s'assurer que le projet agricole, il suit bien ce qui a été dit dans le dossier. Et que cette place du projet agricole, elle est toujours là, qu'on soit 5, 10, 15, 20, et donc jusqu'à son terme de l'exploitation de l'installation, jusqu'à 40 ans de sa vie. Mais c'est un élément très très important de cette loi, et d'avoir en tête qu'on n'a pas fini avec l'obtention du permis de construire et la construction de l'installation. C'est toute la vie du projet où main dans la main, l'agriculteur et l'exploitant en tant que développeur doivent développer ce projet-là, qu'il soit énergétique et agricole. Autre partie importante, m'avez-vous dit, le partage de la valeur et le lien contractuel. Alors oui, le lien contractuel entre l'agriculteur et le développeur, il y a beaucoup de choses qui se font, qui se sont faites, qui se font et qui vont se développer avec l'agrivoltaïsme. Comme je l'ai dit, l'agriculteur, il aura plus une co-responsabilité du projet, selon moi, qu'avant, il avait plus un rôle actif important. Mais là, on est vraiment dans la co-responsabilité. Parce que si l'agriculteur, finalement, ne s'occupe... laisse la terre libre, ne s'occupe pas, ne développe pas de l'activité agricole qu'il y a dessus, ça peut avoir des conséquences sur le projet énergétique agrivoltaïque qui est pris dans un ensemble. Eh bien, ça veut dire que dès le départ, et puis tout au long du projet, va y avoir un rapport contractuel à travailler, qui est en train d'être travaillé, qui est encore en train d'être affiné, avec l'agriculteur, pour savoir qu'est-ce qu'on fait, comment on fait, quel type d'intervention, quels engagements aussi l'agriculteur va prendre vis-à-vis du développeur, pour que le développeur ne perde pas l'exploitation de son installation. Ça, c'est des questions nouvelles qui sont à développer. Et le deuxième point, vous avez raison, il y a le partage de la valeur. Alors, partage de la valeur, ça fait partie de ces textes-là qui sont annoncés, qui ont été annoncés. Maintenant, c'est difficile de parler au présent ou au passé vis-à-vis du gouvernement. C'était un texte, en tout cas, qui était visualisé, projeté, et que je pense qu'il l'est toujours, sur un travail spécifique de partage de la valeur entre l'exploitant et le développeur et le propriétaire, mais à mettre ça dans une loi et savoir qu'il y ait une loi qui organise ce rapport-là. Donc ça veut dire que c'est au
parlementaire de discuter de ce rapport-là, éventuellement aussi de discuter du rapport contractuel qu'il y a entre les deux. Alors là-dessus, il y a un projet de loi qui a été déposé sur un bail rural à clause agrivoltaïque, ça a été déposé fin octobre, donc il y a ce débat-là qui sera au Parlement, mais aussi le partage de la valeur, c'était déjà dans l'idée du développement des installations agrivoltaïques, le partage de la valeur avec l'exploitant agricole, parce qu'on connaît le partage de la valeur avec les collectivités. Mais ce partage de la valeur spécifique, il est encore affiné, on ne le connaît pas. On peut, malgré tout, développer les projets dès aujourd'hui, sans ce texte-là. Mais ça fait partie aussi d'un texte qui, je pense, est attendu par le secteur, le monde agricole. Oui, parce que tout ça peut encore bouger. On précise que tous les décrets d'application ne sont pas encore sortis. Alors, pour ce qui est de l'installation agrivoltaïque, des conditions à mettre en œuvre, de la manière de déposer un projet, aujourd'hui, tous les textes sont là. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on peut déposer un projet agrivoltaïque on connaît toutes les conditions qui sont à réunir pour les déposer. Ça, c'est la loi APER, le décret d'avril 2024 et l'arrêté de juillet 2024. Il y a des textes qui sont plus parallèles, qui ne sont pas encore publiés. On pense donc à cette loi potentielle sur le partage de la valeur. On en a parlé ce matin, il y a les technologies éprouvées. Donc on sait sur ces textes d'application du décret agrivoltaïque. Ces technologies éprouvées, il y a beaucoup d'attentes forcément pour les développeurs, parce que l'idée c'est, et pour l'administration j'imagine aussi, parce que l'idée c'est d'avoir des technologies qui soient, enfin des projets qui utilisent une technologie facilitée, ce qui permet de rendre plus aisée l'instruction des dossiers, qui allège aussi les conditions à respecter. Sans rentrer dans le détail juridique, par exemple, une technologie éprouvée n'a pas à prévoir une zone témoin, parce que dans l'idée d'une installation agrivoltaïque, on va dire une installation de droit commun, on va dire qui ne rentre dans aucune case particulière. L'idée, c'est d'avoir la zone où il y a l'installation agrivoltaïque et à côté une zone témoin sans, pour pouvoir comparer. Ça, c'est l'exercice du contrôle. On compare les deux tout au long de la durée de vie de l'installation pour savoir si, oui ou non, il y a activité significative sur le terrain, s'il y a un bonus qui provient de l'installation agrivoltaïque. Et donc il y a ces textes-là, oui, qui ne font pas obstacle au développement de l'agrivoltaïque. Aujourd'hui, les projets se déposent, l'administration instruit, mais qui peuvent être des petits bonus pour faciliter leur implantation. Et puis, on est au tout début. On est au tout début d'une refonte, d'une manière de développer des projets sur les zones non urbanisées. Il y aura forcément des ajustements à un moment donné. Il y aura des choses il y aura peut-être des petits projets dont il faudra fluidifier le développement. Voilà, il y aura toutes ces choses-là qui permettront d'améliorer leur développement. Et on verra en fin de table ronde avec Hermine, maintenant qu'il y a une loi, un décret, un arrêté, quelles sont les prochaines étapes du point de vue du ministère. Mais je voudrais qu'on entende Guillaume Laurisson à présent. Je l'ai dit, vous êtes notaire, vous représentez l'étude Legatis basée à Dijon. On va voir avec vous plus la partie contrat et montage de projet. Et dites-nous, Guillaume, quels sont les enjeux juridiques liés au contrat pour la mise en place d'un projet d'agrivoltaïsme aujourd'hui? Oui, bonjour à tous. Merci pour cette belle journée. Les sujets sont passionnants. Et l'aspect contractuel fait partie de celui qui est peut-être le moins avancé. Les textes, Maître Ferjou vient de le rappeler, toute la réglementation a été développée ces derniers mois, mais on est face à des difficultés contractuelles puisqu'on a besoin d'organiser la mise à disposition du foncier, réaliser l'exploitation à la fois agricole et agrivoltaïque sur un même site. Donc c'est cette problématique de coexploitation qu'on évoque depuis ce matin. Mais cette coexploitation, il faut qu'on l'organise juridiquement. Et pour l'organiser juridiquement, on est obligé de tenir compte de différentes réglementations qui sont déjà existantes et qui sont extrêmement contraignantes, notamment la question du statut du fermage, c'est-à-dire la réglementation du bail rural, qui est un droit extrêmement précis, complet, protecteur des exploitants agricoles. C'est toute une réglementation, tout un corps de réglementation que tous les exploitants agricoles connaissent parfaitement, qui ont pour vocation de protéger les exploitants agricoles, de leur accorder une stabilité. La notion de stabilité, c'est quelque chose qu'on a déjà évoqué ce matin, qui est nécessaire pour les énergéticiens, mais qui est nécessaire également pour les exploitants agricoles.
C'est notamment le fait que les baux sont d'au moins 9 ans, qu'il y a un droit au renouvellement, qu'il y a une grande liberté accordée à l'exploitant agricole qui va pouvoir déterminer librement les activités qu'il a le droit d'exercer dans le cadre de son bail rural. Et quand je viens de dire ça, je viens de soulever le point qui est un des points les plus cruciaux, qui est que vont se heurter dans nos relations contractuelles les règles impératives du statut du fermage et, dans le même temps, les obligations faites à l'énergéticien. C'est-à-dire que d'un côté, dans le cadre du statut du fermage, on voit qu'on a une très grande liberté accordée à l'exploitant agricole, et de l'autre côté, on a un énergéticien qui va obtenir une autorisation de développer un projet agrivoltaïque et qui va devoir, dans le temps, assurer le respect des engagements qui ont été pris. Vous l'évoquiez il y a quelques instants, hein, cette application qui va être permanente avec des contrôles réguliers de la situation. Et donc, dans ce cadre-là, il va falloir créer, inventer la bonne relation entre l'exploitant agricole et l'énergéticien pour permettre d'aboutir. Alors, j'allais vous dire comment faire pour choisir la meilleure solution juridique finalement. Alors, c'est là où c'est très compliqué. On a en fait différents schémas qui vont se développer. Le schéma qui va avoir la préférence des énergéticiens est celui dans lequel l'énergéticien va pouvoir avoir la maîtrise du foncier au départ. C'est-à-dire que même si effectivement un projet agrivoltaïque est un projet qui va être co-construit, hein, je ne suis pas en train d'enlever ce qu'on a évoqué depuis ce matin, il va être co-construit, mais à un moment donné, l'énergéticien va installer les panneaux. On va parler aussi d'économie. Hein, l'investissement économique est extrêmement élevé. Et cet investissement, quand on regarde les textes, pourrait être rayé très facilement si les engagements ne sont pas respectés. Donc il semble quand même légitime que l'énergéticien puisse avoir la main. Le contrat qu'on utilisait historiquement dans les développements de projets d'énergie solaire, et vous l'évoquiez tout à l'heure, c'était le cadre de droit commun qui a utilisé principalement les baux amphithéotiques ou les baux à construction, qui sont des baux constitutifs de droit réel, c'est-à-dire des contrats à travers lesquels on va conférer au locataire un droit renforcé, puisqu'il peut agir sur le terrain pratiquement comme un propriétaire. Là où un locataire ne peut pas faire de travaux, d'aménagement sans l'accord de son propriétaire, quand je suis titulaire d'un droit réel dans le cadre d'un bail amphithéotique ou d'un bail à construction, je vais avoir la possibilité de construire, d'aménager. Et le fait d'avoir ce droit très étendu, qui est un quasi-droit de propriété pendant la durée de l'exploitation, permet à l'énergéticien également de consentir un contrat à l'exploitant agricole qui va agir dessous. Et là, la difficulté, c'est qu'on se heurte de l'autre côté avec un petit peu les organisations syndicales agricoles qui sont légitimes dans leur rôle, qui disent nous, il faudrait que les exploitants agricoles puissent agir dans le cadre du statut du fermage, du bail rural, parce que c'est ce qui est le plus protecteur pour eux. Le problème, c'est que de l'autre côté, j'ai des énergéticiens qui ont besoin de garder une maîtrise sur l'activité agricole qui va être réalisée pour ne pas risquer la remise en cause des autorisations qu'ils ont obtenues. Alors aujourd'hui, la plupart des schémas qui ont été retenus s'appuient sur le COMODA, hein, le COMODA prêt à usage, c'est-à-dire en fait cette mise à disposition à titre gratuit à l'exploitant agricole qui lui permet d'avoir la disponibilité du foncier sans avoir à verser de fermage, mais qui va permettre à l'énergéticien d'imposer un cadre un petit peu plus strict sur la façon d'utiliser le terrain. Je prends un exemple qui est extrêmement simple. On est aujourd'hui là avec la Fédération nationale ovine. Si j'installe des panneaux qui sont adaptés à la présence de moutons, il n'est pas question qu'on vienne installer des bovins dessus qui risquent alors, à la fois de se faire du mal à eux, mais également de dégrader l'installation. Donc il faut qu'on arrive à pouvoir imposer un mode d'exploitation alors que le statut du fermage prévoit bien la maîtrise pleine et entière des cultures et des choix culturaux au profit de l'exploitant agricole. Donc c'est là où on va rechercher ce contrat. Alors, ça a été évoqué il y a quelques instants. Il y a effectivement des recherches qui ont été faites et une réflexion du législateur sur la mise en place d'un bail à clause agrivoltaïque, dont l'idée justement est d'aller chercher cet équilibre. Protection et stabilité pour l'exploitant agricole, mais contrôle de l'activité réalisée par l'énergéticien également. Alors, je l'ai dit, vous êtes notaire. Est-ce que vous voyez une recrudescence de ce type de dossier aujourd'hui? Est-ce que vous pouvez peut-être illustrer, sans nommer évidemment les personnes, mais dites-nous un peu.
Oui, alors c'est effectivement, quand j'entendais tout à l'heure Maître Ferjou nous décrire l'évolution de la législation, bah, ça correspond à l'évolution des dossiers qu'on a vu passer à l'étude. Hein, c'est-à-dire qu'on a commencé d'abord par simplement un peu j'allais dire, de contrats au terme desquels on était dans le mouton tondeuse. Hein. Il s'agissait plutôt d'entretenir et puis de faire des jolies photos de communication, à véritablement des projets qui sont pensés conjointement avec l'exploitant agricole, un petit peu ce que nous décrivait ce matin un des exploitants, hein, c'est-à-dire un projet qui est pensé dès l'origine, qui est véritablement pensé pour installer un exploitant agricole, et effectivement une montée en puissance de ces projets-là. Alors on est au balbutiement, comme la législation vient juste de sortir, aujourd'hui on est plus en train de travailler sur les projets qui arrivent que véritablement d'en signer des volumes importants, mais aujourd'hui il ne se passe pas, j'allais dire pratiquement une semaine sans qu'on soit consulté. Alors, je ne parle même pas du côté énergéticien, c'est vraiment des exploitants agricoles, clients de l'étude ou du groupe au sein duquel je travaille, qui nous contactent en disant, voilà, je suis approché, je mène une réflexion avec un énergéticien, et ils viennent nous chercher pour justement connaître un petit peu les dangers juridiques ou les opportunités, etc. Donc il y a une montée en puissance qui est objective ici, et il y a manifestement un intérêt fort du public agricole pour ces sujets. Merci beaucoup. On verra avec vous et vous aussi tout à l'heure quelle est la particularité pour vos activités à vous de la naissance de tous ces projets agrivoltaïques. Je voudrais qu'on entende Vincent Dufaux, qui est chef de projet chez Act Agri Plus, société d'études, d'ingénierie, de conseil et de formation sur l'ensemble des thématiques liées à la transition agroécologique. Vous intervenez pour les acteurs agricoles et agroalimentaires sur le territoire français et européen également. Aujourd'hui, vous proposez un livre blanc aux porteurs de projets pour clarifier les étapes à suivre pour s'engager dans une démarche de transition agroécologique. Premier prérequis, je vais dire, le projet doit être bâti sur un projet agricole pérenne. Tout à fait, oui, absolument. C'est plutôt que le livre blanc, c'est ce qu'on appelle le recensement. Chez Act Agri Plus, et je suis sûr que beaucoup de développeurs ici le consultent chaque année, mais c'est le même principe. On a énormément discuté sur le cadre, hein, le cadre juridique. Le maître Ferjou a bien développé surtout le volet quel est le cadre d'un projet agrivoltaïque, et donc tout ce qui est assise foncière, tout ce qui est notariat autour avec maître Laurisson. Mais une fois qu'on a un cadre, il faut quand même le remplir. Une fois qu'on a un cadre, il faut quand même mettre un tableau dedans. Le tableau, c'est le projet agricole. Et parce que j'ai bien écouté tout ce qui s'est dit depuis ce matin, et c'est très intéressant, la question qui avait été posée tout à l'heure par rapport au cadre juridique donné par la loi APER et le pouvoir qui a été délégué au département via les doctrines et les chartes, quand on dit voilà, qu'est-ce qui prévaut l'un sur l'autre, aucun, il faut prendre les deux. Et je pense que c'est très important de le dire. Il faut savoir que la loi APER donne le cadre, que la charte ou la doctrine départementale donne la couleur, et qu'on remplit le tout avec le projet de l'exploitant. Mais ça doit bien être la première question qu'on se pose. Il faut une exploitation qui soit pérenne dans le temps, donc avec un agriculteur qui a le temps devant lui ou qui a des projets de reprise. Et évidemment, il ne faut pas encore que ce soit tout fixé, mais il faut qu'il se soit en réflexion à minima. Et il faut aussi une exploitation qui soit crédible sur le plan agronomique et viable sur le plan économique. C'est vraiment les prérequis indispensables pour pouvoir aller rencontrer les parties prenantes sur le terrain, au niveau de la Chambre d'agriculture, des services instructeurs de la DDT, et de faire en sorte que le projet soit porté par l'agriculteur et résonne vraiment vis-à-vis de ses besoins. Alors vous l'avez dit, ça n'est pas tant un livre blanc, mais plutôt une démarche de recensement. Vous relevez les exigences des acteurs sur le territoire. Qu'est-ce qui en ressort ? On avait... Avant la loi APER, on avait un mixte entre des chartes, des doctrines, des positions, des publications, des avis officieux, officiels, entre chambres d'agriculture, DDT, parfois même conseil départemental. On avait un grand nombre d'opinions. Aujourd'hui, ce qu'on constate sur le terrain, très concrètement, c'est que la plupart des DDT se sont calés sur la loi APER, hein, en tant qu'organisme représentant le préfet. Elles sont là pour faire appliquer la loi, même si elles travaillent toujours en collaboration avec les chambres d'agriculture sur des cadres ou des doctrines spécifiques. Et les chambres d'agriculture qui sont un
un établissement consulaire et qui ont toutes compétences en matière agricole, qui, elles, sont, il faut le rappeler, des établissements avec une dimension évidemment technique, agronomique. Elles sont là aussi pour surveiller ce qui se fait, pour valider. Vous disiez tout à l'heure, les technologies éprouvées sont très attendues par les développeurs. Sur un plan légal, c'est vrai, mais les technologies éprouvées, aujourd'hui, sont aussi et d'abord, je pense, attendues par les agriculteurs. Parce que c'est aussi une façon de dire, quand on fait comme ça, tel panneau sur telle culture, ça marche. Donc ceux qui en ont plus besoin de le savoir aujourd'hui avant de mettre les panneaux, c'est les agriculteurs eux-mêmes. Pour en revenir à ça, les positions se développent, elles s'approfondissent. Ne nous y trompons pas, la plupart des chambres d'agriculture aujourd'hui en France sont mieux disantes, vont plus loin que les décrets APER, pas dans une optique uniquement de surtransposition ou de surréglementation, qui est chère à nos cœurs de Français, mais aussi parce que les décrets APER, ils donnent un cadre, mais il faut adapter ce cadre aux contextes territoriaux, aux contextes climatiques et aux dynamiques agricoles locales. Oui, vous vous dites les textes de loi, c'est une chose, mais la cohérence du projet porté est essentielle, c'en est une autre. Quand vous développez un projet ovin, ce qui nous arrive régulièrement, encore aujourd'hui, c'est des projets qui ont vraiment le... On est sorti un petit peu de cette légende urbaine du projet Alibi. Aujourd'hui, des projets ovins qu'on a sont des projets crédibles, qui sont portés par des projets qui ont déjà des cheptels ou qui ont des projets d'installation qui sont suivis par les chambres d'agriculture. Les premières questions qu'il faut se poser aujourd'hui, c'est est-ce que l'infrastructure sur le territoire est présente pour soigner les ovins, pour abattre les ovins, pour vendre les ovins? Est-ce qu'il y a une filière qui permettra d'écouler la production? Est-ce qu'il y a l'amont, donc tous les produits vétérinaires qui vont être nécessaires, toute la sélection génétique? C'est tous ces sujets-là. Il faut que le projet agricole soit cohérent au regard du territoire. C'est vrai sur le plan agronomique, c'est vrai sur le plan de l'infrastructure, et pour le meilleur comme pour le pire, c'est aussi vrai sur le plan politique. Vous avez des chambres d'agriculture aujourd'hui qui veulent des projets qui ne font pas plus de 5 mégawatts. Voilà. Vous en avez qui ne définissent pas forcément de limite de taille en termes de puissance ou de surface, mais qui par contre exigent des projets qui soient très adaptables, avec systématiquement des panneaux trackers qui soient situés très en hauteur pour que l'éleveur qui fasse des vaches demain puisse être remplacé par un céréalier après-demain. Donc voilà, vous avez vraiment des exigences qui sont très particulières. Il faut absolument que le projet soit en cohérence avec ça. Sinon, il n'est pas pérenne? C'est ça que vous voulez nous dire? Sinon, rendez-vous en CDPNAF et avis négatif. Non, il faut bien différencier deux choses très importantes, très rapidement. Vous avez des projets agricoles qui sont extrêmement fiables, extrêmement crédibles, pérennes sur le long terme et économiquement viables, mais qui ne rentreront pas tout à fait dans le cadre de la loi APER. Parce qu'à l'occasion de la restructuration d'une exploitation, d'un changement de direction, d'un changement de cap, on parlait tout à l'heure conventionnel, bio, etc. Il y a tout un tas de sujets qui font qu'on peut sortir, mettre un pied en dehors du cadre de la loi APER. Et à l'inverse, vous avez des projets qui rentrent parfaitement dans le cadre de la loi, mais qui ne répondent pas pleinement aux exigences locales de la Chambre, ou ça peut être aussi même de la Comcom ou de la coopérative. Vous pouvez illustrer? C'est possible? Bien sûr. Je pense à un projet qu'on a eu la chance de traiter il n'y a pas longtemps dans le 64, où on avait un éleveur qui restructurait complètement son exploitation et il diminuait fortement le nombre de bovins. Parce qu'il passait alors, justement, c'était ça le problème. Il restait sur la même SARL, il y avait un associé qui partait, il restait sur la même SARL et il diminuait grandement le nombre de bovins. Parce qu'en fait, comme un associé partait, il restait seul. Et comme il n'y avait pas changement de structure juridique à l'origine ou quoi, le problème qu'on a eu, c'est qu'il y avait mathématiquement une diminution du revenu, puisqu'il y avait diminution du nombre de bovins. Donc c'est en changeant de structure juridique qu'on a pu se référer à une moyenne départementale plutôt que de regarder l'historique de l'exploitation. Et c'est grâce à ça, sur conseil d'ailleurs et en concertation complète avec la DDT du 64, la DDTM, que le projet a mis un pied dans la loi APER. Et ce qu'il faut retenir de ça, et des exemples, on en a 2-3 comme ça, ce qu'il faut retenir de ça, c'est que quand on a un projet qui est super solide, super crédible, mais qui ne rentre pas tout à fait dans le cadre de la loi, on peut trouver des solutions techniques, des aménagements techniques, et on peut discuter avec les acteurs locaux et les parties prenantes. En revanche, quand on a un projet qui n'est pas viable sur le plan économique, ou alors qui est pas vraiment justifié, que ce soit au niveau de la synergie ou que ce soit au niveau de la pérennité dans le temps de l'exploitation agricole, là c'est beaucoup plus dur, même en rentrant dans le cadre de la loi, c'est beaucoup plus dur.
Merci beaucoup. Je voudrais qu'on entende à présent Hermine Durand et merci d'être là. Hermine, je rappelle que votre titre exact est sous-directrice du système électrique et des énergies renouvelables au sein de la Direction générale de l'énergie et du climat du ministère chargé de l'énergie. Question toute simple, maintenant je l'ai dit, qu'on a une loi, un décret, un arrêté. Quelles sont les prochaines étapes du point de vue du ministère ? Bonjour à tous et toutes et merci beaucoup à Enerplan pour son invitation à cet événement très intéressant. Donc effectivement, au sein de la Direction générale de l'énergie et du climat, nous avons été fortement impliqués au moment de l'élaboration de la loi d'accélération de la production d'énergie renouvelable. Et puis nous avons dû écrire le décret et l'arrêté et nous sommes actuellement en train de finaliser une instruction technique qui sera rendue publique dans les prochaines semaines. Voilà, je pense qu'on l'aura sous le sapin de Noël si tout va bien. Et en fait, cette instruction technique que nous sommes en train de rédiger à plusieurs administrations, il a été effectivement rappelé que nous sommes, voilà, c'est un sujet qui est multidisciplinaire et donc effectivement nous travaillons en étroite collaboration avec nos collègues du ministère de l'Agriculture, mais également nos collègues du ministère de l'Écologie en charge de l'urbanisme et des paysages. Donc nous avons rédigé cette instruction technique qui sera rendue publique, qui répondra à toutes les questions, ou en tout cas une partie des questions qui continuent de se poser malgré le cadre, effectivement, le cadre, les montants, le truc qui accroche au plafond. Voilà, on a essayé de fixer toutes les... tout le cadre juridique, mais il y a encore forcément des questions qui se posent. Donc ça, c'est vraiment notre plus grand chantier actuellement au sein du ministère et nous l'accompagnerons d'une foire aux questions. Voilà, donc après le décret et l'arrêté, l'instruction, la foire aux questions, on espère que l'ensemble des acteurs seront suffisamment outillés de cette façon et évidemment ce cadre sera aussi incrémental au fur et à mesure du retour d'expérience qui sera partagé par vous tous. Donc voilà, nous y travaillons pour la partie vraiment juridique et donc l'instruction des projets. J'en profite pour remercier pour l'explication extrêmement claire du cadre que nous avons rédigé au sein du ministère. Voilà, c'était parfaitement fidèle à ce que nous avons souhaité en tout cas mettre en place avec toujours cette primauté de l'activité agricole, mais les bénéfices via l'activité énergétique. Concernant le volet soutien public, je crois qu'il a été mentionné, les projets agrivoltaïques sont encore des projets avec de gros coûts d'investissement et donc des projets qui restent coûteux, qui nécessiteront dans les prochaines années un soutien public. Donc au sein de la DGEC, nous travaillons aussi sur l'adaptation du cadre de soutien à ces projets, que ce soit les grands projets ou les plus petits projets. Donc nous allons... prochainement lancer une réflexion pour voir comment faire rentrer l'agrivoltaïsme à la fois dans nos appels d'offres pour les plus grands projets et dans les arrêtés tarifaires pour les petits projets. Cela fait le lien aussi avec la programmation pluriannuelle de l'énergie que vous connaissez peut-être, qui est notre feuille de route énergétique. La consultation publique sur la PPE est en train de se terminer. Si vous avez vu le chapitre photovoltaïque, nous avions dans ce chapitre indiqué une proposition de fourchette de répartition de l'objectif, un objectif très ambitieux, 75 à 100 gigawatts d'ici 2035, et avec une déclinaison qui va devoir se faire entre les projets sur bâtiment, les projets au sol, les projets agrivoltaïques qui peuvent être hauts ou bas. Et donc nous allons aussi dans les prochaines semaines continuer de travailler pour affiner ces objectifs dans la PPE, donc en lien avec la filière, et voir de quelle façon nous pourrons soutenir l'agrivoltaïsme. Voilà. Et donc avant Noël, d'ici 15 jours, malgré le flou alors, politique la PPE... actuel. Alors, il a été dit, j'ai entendu une petite pique tout à l'heure sur le fait qu'on ne savait pas si les décrets étaient lancés, étaient avortés, étaient... oui, alors il y a les projets de loi, mais il y a aussi les projets de texte, et notamment alors, sur le partage de la valeur, il se trouve qu'on a aussi un décret qui est en rédaction, mais plutôt sur le volet partage territorial de la valeur et non le partage contractuel. Donc c'est vrai que sur les propositions de loi, on a peut-être un peu moins la main, mais par contre sur les décrets, voilà, on continue de les faire avancer malgré tout. Voilà, donc la PPE, non, je ne m'engagerai pas sur la PPE sous le sapin de Noël. Alors, en tout cas, l'instruction, oui, mais la PPE, il nous reste quelques semaines ou mois de travail avant qu'elle puisse être publiée par décret, évidemment. Mais l'administration continue d'y travailler. Ah, je pensais que vous preniez le micro. Maître Ferjou, bon, on le sait, on est encore loin d'une harmonisation au sein de l'Hexagone, mais est-ce qu'on peut rêver d'une harmonisation d'un texte européen sur l'agrivoltaïsme ? Ah, c'est... poser la question peut-être à l'État s'ils sont investigateurs. Je ne sais pas si c'est
si c'est vraiment un débat européen par rapport à, j'avoue, peut-être qu'Enerplan en sait plus que moi directement. Mais par contre, pour revenir sur l'harmonisation locale, on accueille évidemment favorablement l'instruction ministérielle là-dessus. Pourquoi ? Parce que il y a cette feuille de route qui est tracée aujourd'hui. Malgré tout, elle pose énormément de questions, des questions juridiques. J'ai envie de dire qu'il y a autant de dossiers que de questions aujourd'hui, je pense, devant les administrations. Et devant les administrations, parce que Enerplan centralise aussi des remontées et on voit que les administrations départementales peuvent avoir des appréciations divergentes sur les notions, au-delà même de la place des chartes ou de leur prise en compte, mais même sur des notions juridiques qu'il y a aujourd'hui dans le code de l'environnement, de l'urbanisme, l'énergie et du décret. On a des divergences d'interprétation. Il faut bien penser aussi qu'aujourd'hui, voilà, on est sur une refonte, on a beaucoup de notions juridiques, beaucoup de notions à interpréter, et il y a un défi de l'harmonisation qui est très important pour les développeurs, pour les agriculteurs qui seront en coactivité aussi. Mais tout ça renvoie à ce qu'est la lisibilité, c'est-à-dire lire le droit, comment bien l'appliquer, comment déposer les projets les plus sécurisés pour qu'ils avancent vite. Et ça, c'est un sacré défi, toujours, surtout quand on rebat les cartes et qu'on remet des nouvelles conditions. Mais c'est un jeu que tout le monde doit jouer. Le développeur, quand il développe, quand il dépose un dossier, eh bien, il fait ce premier jeu d'interpréter des notions. Mais l'administration aussi fait ce jeu d'interpréter. Et maintenant, on sait, oui, ça a été mentionné, la CDPENAF a un rôle majeur dans l'agrivoltaïsme. Pourquoi ? Parce qu'elle donne un avis conforme. Conforme, c'est-à-dire que si elle dit non, le projet ne se fait pas. La CDPENAF, je pense qu'elle doit se responsabiliser par rapport à ce rôle-là. C'est plus facile de donner un avis simple négatif pour un projet, d'avoir un droit de vie ou de mort sur un projet. C'est différent. Finalement, il y aura un peu plus de juridique, je pense, c'est mon avis, à la CDPENAF. Et là-dessus, la petite vigilance et la prise en compte de ces chartes et documents, qui sont des documents que les développeurs, ils se nourrissent aussi de ça. Ces chartes-là ne doivent jamais franchir la barre du droit applicable. Ça, c'est la limite. Et c'est la limite aussi à l'harmonisation territoriale de toutes les différentes règles. Ça, c'est un point important. En revanche, ça ne veut pas dire que le projet ne répond qu'à des considérations nationales. Il doit aussi répondre à des considérations locales. Ce matin, on a parlé d'acceptabilité, adhésion. Plus il y aura de projets agrivoltaïques, moi je le vois aussi dans d'autres domaines de l'énergie renouvelable, plus il faut s'ancrer dans les territoires et voilà, présenter son projet, ne pas qu'il y ait d'obstacles à ce projet-là. Et finalement, je pense que le point fort de ces projets-là, c'est qu'il y aura un partenaire, l'agriculteur. Et l'agriculteur, je pense, c'est l'un des premiers, on va dire un peu des... ce sera peut-être le principal fer de lance de ces nouveaux projets agrivoltaïques qui sont. Au niveau du droit de l'Union européenne, je ne sais pas s'il y a des réflexions au niveau de l'Union européenne sur l'agrivoltaïsme. Je n'en ai pas en tête, je ne pense pas. Je pense qu'ils ont beaucoup d'autres choses à faire sur le pacte vert déjà. Mais peut-être qu'on y viendra dans une directive pacte vert comme on peut l'avoir sur d'autres éléments comme le droit des déchets par exemple. Quelle est la... Oui, allez-y, je vous en prie, Vincent. Si je peux apporter juste un tout petit éclairage, une seconde. Sur l'Union européenne, comme vous le disiez, à Telegrip+, on a la chance aujourd'hui d'avoir un petit regard sur l'ensemble des pays de l'UE et un petit peu dans les pays en voie de développement aussi. On a clairement 3 pays qui sont en avance sur leur temps dans l'Union européenne, c'est la France, l'Allemagne et l'Italie. Le reste aujourd'hui se pose beaucoup moins la question de l'agrivoltaïsme. Et en termes de réglementation, on est sûrement avec l'Allemagne, on est sûrement les plus aboutis. L'Italie est en train de développer une réglementation, mais elle est encore en cours d'écriture. Et donc, des 2 plus aboutis que nous sommes avec l'Allemagne, nous sommes sans aucun doute les plus restrictifs pour avoir un terme qui soit politiquement correct. Chacun jugera si c'est à juste titre ou pas, mais c'est assez intéressant de voir ça. Solar Power Europe, aujourd'hui, à l'échelle européenne, se positionne et tente d'aller vers la Commission européenne pour justement amorcer ce travail d'harmonisation. Mais déjà qu'on voit qu'en France, au sein même des régions, au sein même des départements, on a des opinions qui peuvent varier du tout au tout. Imaginez à l'échelle de l'Union européenne, c'est un chantier titanesque. Hermine, vous intervenez quand vous le souhaitez. La question que j'avais envie de vous poser, Florian Ferjou et Guillaume Lauriston, c'est quelle est finalement aujourd'hui la particularité de l'instruction de projets agrivoltaïques pour vos métiers respectifs ? Alors, encore une fois,
avec les développeurs avec qui on peut travailler nous au cabinet, je veux dire, l'intégration de l'activité agricole dans les projets, elle n'est pas nouvelle. C'est-à-dire qu'avant, on était déjà, la rigueur du juge et de l'administration faisait que désormais, on ne va pas sur un terrain agricole sans avoir un projet photovoltaïque ne peut pas se passer d'une activité agricole. On a déjà le travail avec les études préalables agricoles qui vont demeurer, qui sont un document obligatoire quand on réduit... D'ailleurs, ça pose une question sur l'agrivoltaïsme. Mais on avait déjà cette pratique-là. Pour nous, c'est à la fois plus facile et plus exigeant qu'avant. Plus facile parce que cette fois-ci, on n'a pas seulement un cadre jurisprudentiel, c'est-à-dire les éléments que peuvent nous donner le juge, parce que c'est exactement cela, c'est-à-dire qu'on était très pauvre en texte, en gros 1 ou 2 phrases, et après c'est la pratique du juge qui la faisait, de l'administration, et on regardait tout cela. Donc là on voit bien plus facilement là où on va, mais on a aussi plus de notions à interpréter et à apprécier au regard des nouveaux dossiers auxquels on peut être saisi. Et puis voilà, on est sur une refonte, il y a un avant-après, les questions juridiques sont liées aussi à ces nouveautés-là. Par exemple, l'une des questions qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on peut aller en loi littorale, puisque désormais on est en nécessité agricole. Si j'ai un PLU qui ne prévoit pas d'agrivoltaïsme, mais a plutôt l'air de pouvoir le freiner, est-ce que je peux y aller parce que maintenant que c'est dans une loi, voilà, il y a beaucoup de questions qui se posent. La notion de parcelle agricole se pose aussi, etc., etc. Ça teinte les couleurs des dossiers d'enjeux agricoles, mais dans la continuité avec ce qu'on avait. On a plus de cadres qu'avant, mais on va se les poser et on va s'en poser des différentes par rapport au texte appliqué. J'ajouterai une petite chose quand même, parce qu'on parle beaucoup d'agrivoltaïsme et d'enjeux agricoles, ça a été dit un peu ce matin, les projets devront toujours s'occuper des autres enjeux sur lesquels ils vont être implantés. Enjeu paysager, enjeu majeur qui va sans doute monter un petit peu, l'enjeu biodiversité aussi, l'enjeu de sécurité, accès et incendie seront toujours des enjeux qui seront à appréhender, à maîtriser pour ces projets-là. Oui, mais comment faire quand on est agriculteur pour gérer tout ça, pour essayer d'avoir une vision globale un peu simplifiée de tout ça, Vincent? 10% de superficie inexploitable. Alors, 10% de la surface couverte par l'installation agrivoltaïque. Même pas de la parcelle agricole. Pas de bol, c'est pas tout à fait la même notion dans le texte. Du coup, c'est complètement ouvert à l'interprétation. Et par inexploitable, qu'est-ce qu'on entend ? Inexploitable, est-ce que c'est si je suis sur un projet de grande culture, est-ce que ce qui est inexploitable, c'est ce qui est semé ou non ? Ou est-ce que si entre mes céréales que j'ai semées, je mets des bandes enherbées avec des auxiliaires de culture pour essayer d'aider, d'avoir des services agroécologiques, on en parlait tout à l'heure, est-ce que ça c'est une façon d'exploiter ou pas ? Si je suis sur un projet d'élevage avec des animaux, est-ce que est considéré comme exploitable et exploiter tout ce qui est enherbé, et donc finalement seuls sortiront les pistes lourdes, les brebis ou les génisses pouvant aller pâturer jusqu'au pied du pieu. Donc il y a comme ça, voilà, il y a toutes ces questions-là qui font partie de l'intégration de l'ensemble de ces éléments. L'autre exemple que je peux vous donner sur l'intégration des enjeux paysagers, c'est la monte naturelle. Voilà. On a souvent donc, sur les parcelles avec les animaux, on a les génisses qui sont mis et puis après les vaches qui sont mises à la reproduction avec le taureau. Si le taureau est avec les vaches sur les parcelles où il y a les panneaux, nous, chez AgriPlus, sur un plan agricole, on dit toujours qu'il faut relever les panneaux d'au moins 1 mètre, voire 1,20 m, au cas où le taureau choisirait de saillir la vache sous les panneaux. Ce serait le panneau qui volerait, a priori. Mais le problème qu'on a là-dessus, c'est que ça fait des enjeux paysagers qui sont absolument énormes, qui sont absolument inenvisageables. Donc dans ce cas-là, il faut aussi être capable, dans une moindre mesure, d'adapter l'activité agricole aux autres enjeux, paysagers, biodiversité, etc. Ça vaut pour l'abreuvement au niveau des cours d'eau, ça vaut pour tout un tas de sujets. Il y a toujours des solutions techniques à trouver. J'entends que ça bruise dans la salle, on va vous donner la parole dans 2 minutes. Mais Guillaume, je reviens à ma question de tout à l'heure, parce que voilà, la particularité de suivre ces projets aujourd'hui pour vous, notaires. Oui, c'est la conséquence, enfin, c'est déjà ce que j'évoquais un petit peu tout à l'heure. La diversité des organisations et des montages qui vont être faits, on a bien compris, on a une départementalisation des autorisations, alors qui est, on l'a développé depuis ce matin, tout à fait souhaité et souhaitable, mais il va falloir, il nous appartient à nous notaires de s'adapter au projet. Il ne faut jamais oublier quel est le rôle du notaire dans ce genre d'opération. On est ceux qui vont finaliser le contrat
contrat, on arrive vraiment, nous, en toute fin de parcours. Les autorisations ont été obtenues, le projet a été monté. On est, j'allais dire, pratiquement avec les camions et les panneaux pratiquement devant le champ. Et c'est à nous d'apporter la sécurité juridique de tout cela. Et cette sécurité juridique, eh bien, elle n'est pas si facile que ça à atteindre, puisqu'il va falloir, selon les endroits, bâtir le projet autour d'un bail rural. Peut-être, alors d'un bail rural éventuellement préexistant, parfois qui ne va pas exister et qu'on va créer parce qu'on est justement en train d'installer quelqu'un. On va avoir ponctuellement un prêt à usage qui aura été validé, autorisé. On aura peut-être aussi des conventions d'exploitation particulières entre l'énergéticien et son exploitant pour l'entretien des abords, des conventions de rémunération complémentaires. En fait, il va falloir qu'on fasse preuve de souplesse en attendant peut-être justement un modèle un petit peu plus routinier. Mais je ne suis pas certain qu'on y arrivera un jour, puisque l'objectif, et vous l'évoquiez, c'est justement d'aller chercher de l'adaptation au milieu, à l'espace, pour aller vers de l'acceptabilité. Et peut-être que ce projet sera acceptable avec un prêt à usage quelque part, il ne le sera pas ailleurs. Et donc ce sera à nous de faire preuve de réactivité, d'adaptation, et puis surtout à la fin d'avoir un contrat qui soit sécurisé par rapport aux autorisations qui ont été obtenues et du cadre dans lequel elles ont été obtenues. Merci beaucoup. Je me tourne vers la salle pour voir s'il y a des questions ou peut-être sur le chat. N'hésitez pas parce qu'on n'a pas ce panel tous les jours sur scène. Ouais, il y a au moins 2 questions. Si on peut apporter un micro. Je sais pas tout. Ben, c'est moi qui vais l'apporter, le micro. Ils sont tous partis. Oui, bonjour. Pierre Guerrier, je vais poser ma question au nom de la plateforme verte. On a une préoccupation. Vous avez dit que c'était central, l'avis de la CDPENAF qui devait se responsabiliser puisqu'il devient conforme. Imaginons le temps de s'approprier pleinement cette discipline, et sachant qu'on a des territoires qui sont résolument hostiles, puisque les élus du conseil départemental de Vendée se sont prononcés récemment en défaveur de l'agrivoltaïsme. Est-ce que vous ne craignez pas une recrudescence du contentieux ? Dit autrement, on dépose une demande d'autorisation qui est très documentée, qui fait la démonstration de l'agrivoltaïsme, une CDPENAF qui émet un avis défavorable qui peut ne pas être motivé, parce que je pense que la loi n'a pas disposé que la motivation devait être portée. Donc, notre crainte, c'est de ne pas se retrouver dans le contentieux systématique comme on l'a dans l'éolien. Voilà, que l'agrivoltaïsme ne souffre pas de ça. Je pense que c'est pour moi. Alors oui, le contentieux sera, je pense, un peu différent. Alors il y a déjà du contentieux de refus d'autorisation des parcs photovoltaïques aujourd'hui, pour diverses raisons et pour divers motifs. On est rarement sur des positions de principe comme on peut avoir sur l'éolien dans le nord de la France, par exemple, avec des positions très affirmées, quasi politique. Forcément, en fonction des avis, du sens des avis, de leur motivation, de la manière dont c'est perçu par les développeurs, de l'avis de la CDPENAF, effectivement, face à un développement qui a été fait sur toute une année, on sait ce que ça coûte, le dépôt d'un dossier, et d'avoir un avis qu'on ne comprend pas, souvent, on essaye de donner, on va dire, le contre-argument, cette fois-ci, devant le juge, tout simplement. Parce que c'est vrai que l'avis conforme CDPENAF, le préfet n'aura pas cette capacité à discuter parce qu'il est tenu. Donc ça peut être le juge qui sera l'arbitre de ces avis-là. Moi, ce que j'espère, en tout cas, ça fonctionnera si tout le monde a envie que ça fonctionne aussi. C'est sûr, si on a une résistance très forte, ça pose d'autres questions. Le juridique, c'est second temps. Le premier temps, c'est quand même... Mais la CDPENAF, oui, doit avoir cette responsabilité d'un avis conforme, comme la BF là dans certains dossiers d'urbanisme. C'est pas un avis à la légère. Je pense qu'ils prendront cette responsabilité-là et qu'ils respecteront les dossiers qu'on leur déposera. Et le cadre et la route qui est dessinée, elle sera de toute façon réussie avec la CDPENAF, bien entendu. Évidemment, ponctuellement, on peut avoir des poches de résistance et peut-être que le juridique sera une solution,
Je pense que le politique, d'abord, les signaux qui pourraient être donnés par les administrations centrales aussi, et puis aussi les discours nationaux. Mais voilà, on ne peut pas éviter qu'un jour, oui, il y aura des recours contre des refus qui seront motivés par des avis conformes négatifs, c'est des PNAF. Ça, je pense qu'on y aura droit, forcément. Il y avait une autre main qui se levait d'une dame. Voilà, au milieu de la salle, on vous amène un micro. L'année prochaine, on vous l'amènera avec un drone. Pendant que le micro arrive, juste, Allez-y. j'en profite juste en une phrase pour permettre d'insister, de rabâcher encore une fois, d'où l'intérêt aussi, contrairement à l'éolien, le développeur ne porte pas le projet agrivoltaïque. Il le coporte, il le porte avec un agriculteur. En CDPNAF, le problème, c'est plus rarement, la Fédération des chasseurs ou la LPO. C'est fréquemment la Chambre d'agriculture pour des positions plutôt politiques et éventuellement la DDT pour des positions réglementaires. S'il y a des problèmes réglementaires, ce sont des problèmes techniques. Bon, je fais confiance aux développeurs dans la salle pour les anticiper, dans la mesure du possible. Les problèmes politiques, un développeur est moins légitime, n'est pas autant légitime qu'un agriculteur pour aller en chambre d'agriculture, exposer son projet, son bien fondé et son besoin. D'où l'importance de le porter avec l'agriculteur, que ce soit l'agriculteur qui s'adresse à la Chambre, absolument, à tout prix. D'où l'importance aussi d'avoir des agriculteurs fiables et des agriculteurs qui ont envie de porter le projet avec vous. Je suis convaincu que c'est le cas des gens qui sont ici dans la salle, mais sur le terrain, parfois, on a des occasions plus foncières que agricoles qui se présentent à nous. Il faut vraiment avoir des agriculteurs solides. Et là, par contre, les maîtres sont légitimes pour aller à la Chambre d'agriculture et dire « mon projet, c'est ça, discutons-en ». Merci. Oui, bonjour madame. Oui, bonjour. Cécile Davio, technique solaire. Je suis juriste foncier. Ma question s'adresse à Maître Laurisson. Plutôt partie cadre juridique. Vous avez parlé de la proposition de loi de bail rural avec clause agrivoltaïque. Donc j'ai deux questions par rapport à ça. Déjà pour avoir votre avis sur cette proposition de loi, que ce soit celle de la FNSEA ou celle portée par Franck Menonville, qui moi me semble quand même lacunaire. On a quelques articles par rapport au statut du fermage qui en regroupent peut-être une petite centaine. Ça me semble quand même un petit peu léger pour cadrer l'intégralité des conséquences que peut avoir le statut du fermage sur un montage agrivoltaïque. Donc je voulais avoir un petit peu votre avis vis-à-vis de cette proposition de loi. Et dans un deuxième temps, peut-être que vous nous parliez du montage et de la proposition innovante que vous avez pu porter avec monsieur Benoît Grimont-Prez dans votre étude, votre groupe de travail qui est paru à la semaine juridique, qui a été très suivi en tout cas de notre côté. Merci d'ailleurs, j'en profite au passage de vous remercier de vous être saisi de ce sujet parce qu'on est un peu seuls, les juristes de notre côté, on est un peu seuls et on a besoin de vos lumières et des lumières des universitaires pour nous orienter dans ce cadre juridique qui est difficile. Merci. Bon, merci. Effectivement, alors j'allais dire... Votre deuxième question répond quasiment à la première. Si on a travaillé en profondeur sur une autre solution que le bail rural agrivoltaïque, et je dis on parce que c'était un travail extrêmement collectif, on était 2 notaires, 3 universitaires, 2 avocats, l'idée était vraiment d'aller au fond des choses. On est... Je le dis très tranquillement, on n'est pas du tout convaincu effectivement par cette proposition du bail rural agrivoltaïque. Je ne crois pas que ce soit véritablement le sujet. C'était un petit peu ce qui était ressorti de nos travaux. L'agrivoltaïsme est évidemment une activité avant tout agricole, on ne nie pas, le portage du projet doit se faire effectivement conjointement, et il faut pouvoir assurer justement à l'exploitant agricole une pérennité, une stabilité, on l'a déjà dit, mais il y a ce réflexe historique de dire pour protéger les agriculteurs, il faut le bail rural. Oui, alors ça c'est la règle générale, mais le bail rural, il a été pensé, conçu dans un cadre qui n'est pas celui de l'agrivoltaïsme, qui est celui d'un terrain, d'un espace agricole, quel qu'il soit, sur lequel on veut installer en toute pérennité, dans la durée, un exploitant agricole. Là, on est dans un projet qui est sensiblement différent, et dans la mesure où, certes, c'est un projet avant tout agricole,
Mais à un moment donné, la réalité des choses, c'est que j'ai un seul espace et j'ai bien une activité agricole et une activité de production d'énergie. Donc ça, de toute façon, voilà, c'est objectif. Et donc, c'est tellement spécifique qu'aller s'amuser à faire coïncider une vieille législation avec une nouvelle législation qui n'a pas d'ailleurs été pensée en pensant à l'ancienne, on va s'épuiser, on ne va pas y arriver, les résultats seront forcément lacunaires, il y aura des trous dans la raquette, on aura des difficultés et on risque de ne pas en sortir. Et donc c'est pour ça que dans le cadre du groupe de travail, on avait plutôt réfléchi en disant qu'il serait peut-être plus judicieux de partir sur des droits réels de jouissance spéciaux qui sont effectivement des techniques juridiques un petit peu plus modernes, plus innovantes. Hein. L'idée était justement d'aller donner un droit pérenne à l'exploitant qui soit concomitant au droit pérenne de l'énergéticien. C'était ça la philosophie qu'on avait. Mais j'allais dire, ça, on se parle entre juristes. Nous, nous les juristes dans la salle, et on n'est pas la majorité, on va se comprendre, on va mesurer l'intérêt de tout ça. Mais face à tout ça, il faut aussi faire preuve de réalisme. Il y a une dimension politique portée d'un côté par les syndicats agricoles. Alors on essaye je profite de cette tribune pour leur dire, mais n'ayez pas peur, ouvrez-vous à ce qu'on a proposé. On n'a pas proposé quelque chose qui soit moins sécurisant pour les exploitants. Et d'ailleurs, pour les exploitants agricoles, j'entends, notre propos consistait également à conclure en disant qu'à la fin de l'exploitation, il fallait, d'une façon ou d'une autre, sécuriser le contrat d'exploitation pour l'exploitant agricole en lui ouvrant la porte vers un bail rural ensuite. Mais pendant la durée de l'exploitation, le bail rural n'est pas un sujet. Il l'est d'autant moins que politiquement, ce qui fonde les syndicats agricoles à demander le bail rural et le statut du fermage, c'est pour s'assurer que le temps de l'agrivoltaïsme ne soit pas la porte ouverte à la fin du bail rural en cours. C'est-à-dire que la crainte de l'exploitant agricole, c'est de dire on me fait résilier mon bail pour mettre en place mon bail rural, pour mettre en place le bail amphithéotique ou bail à construction, et derrière je ne retrouverai plus ma possibilité d'exploiter, alors que la notion de reversibilité du site fait qu'à la fin des 40 ans maximum, je vais repartir sur une activité agricole, et le risque c'est que je ne puisse pas, moi ou mes descendants, continuer l'activité. Mais on est en mesure de le protéger autrement. Et avec un contrat qui sera plus moderne, plus adapté, plus efficient pour tout le monde. C'était ça l'esprit. Et on a travaillé effectivement sur commande des parlementaires qui travaillaient sur ces sujets. On espère qu'une fois que le calme sera revenu peut-être à l'Assemblée nationale, ils puissent se réemparer du sujet et que notre proposition aura un écho. C'est pour ça qu'on l'avait fait paraître et je vous remercie également du soutien que vous y apportez. Merci pour cette question. Alors, oui. Oui, mais du coup, ça rejoint aussi des remarques qui sont sur le chat pour les gens qui nous suivent en ligne, effectivement, qui mentionnent qu'il ne peut pas aujourd'hui légalement y avoir un bail rural puisque les deux activités ne peuvent pas coexister dans ce cadre-là. Donc c'est ce que vous expliquiez que je voulais rajouter à la réponse. Et par ailleurs, une autre question, alors je ne sais pas qui prendra la réponse des quatre d'entre vous autour de la table. Les avis de CDPENAF ou des chambres d'agriculture sont soumis à obligation de service ajouté à la performance agricole. C'est un frein énorme. Comment le prouver? Jugement arbitraire, etc. Du coup, la question est comment est-ce qu'on le gère, ce service ajouté? Pourquoi ne simplement pas obliger à une non-dégradation du service existant? C'est Vincent qui va répondre. Est-ce que j'ai 1h30 devant moi? Pas tout à fait. Non, pas tout à fait. Dommage. Mais vous avez le temps de développer. Défini. Oh oui, mais sinon on va tous s'endormir. Ça a été défini dès mars 2023. Il y a 4 synergies. Parce que j'y reviendrai après. Le terme de service, c'est un terme qu'on utilise moins chez Altergri Plus dans un autre cadre. Nous, on va préférer le terme de synergie agrivoltaïque, mais c'est les 4 services des décrets, qui sont l'amélioration de l'impact et du potentiel agronomique, l'adaptation au changement climatique, la protection contre les aléas climatiques et l'amélioration du bien-être animal, voilà, pour les projets d'élevage. Comment vérifier qu'on les rend effectivement avant implantation de la centrale et modification du milieu physique et agricole dans lequel on se trouve? Aujourd'hui, nous, chez Altergri Plus, on a la chance d'avoir monté un partenariat avec un bureau d'études qui s'appelle Agrisoleo, que vous êtes sans doute nombreux à connaître, et qui a développé un logiciel de simulation numérique de la centrale sur les parcelles, qui s'appelle OptiSoleo, et qui nous permet, compte tenu des dimensions de la future centrale, de la nature du sol, de la nature du climat, de l'exposition, de tout un tas de paramètres, de venir simuler la future température, de faire des études lumineuses. Et donc, en
en simulant les futures caractéristiques physiques et biologiques du schéma de la future parcelle agrivoltaïque, d'aller chercher ou une diminution de la température pour les animaux ou un rendement de pousse de l'herbe. Aujourd'hui, c'est plus compliqué d'aller chercher du rendement sur des plantes en C4 comme le blé, le maïs, etc. On s'y attelle indirectement via des études lumineuses. Ça, ce sont des données aujourd'hui qu'on produit au CDPENAF et ce sont des choses aujourd'hui qui sont de leur aveu même indispensables pour les conforter dans la prise de décision qui de toute façon comporte une part de risque. On est dans des simulations, on est dans du prévisionnel, ça ne dispense pas ni du contrôle préalable à la mise en service, ni d'un premier contrôle 6 ans après. Mais ça permet de montrer qu'on a réfléchi à sa copie, qu'on a monté quelque chose de crédible en cohérence avec le besoin de l'agriculteur. Donc les simulations, c'est aujourd'hui, dans la mesure du possible, l'outil à privilégier pour venir conforter la CDPENAF dans sa prise de décision. D'accord ? Si besoin, on peut aussi trouver des références bibliographiques qui vont venir aider, mais aujourd'hui, c'est plus compliqué parce qu'on est au début, donc on en manque. Et celles qu'on va trouver sont surtout des références étrangères. On en a quelques-unes en France, mais ça va être beaucoup de l'allemande, des États-Unis, énormément de choses comme ça. Bon, c'est des contextes qui ne sont pas forcément toujours transposables, donc c'est possible, mais prudence. La petite nuance que je voudrais apporter, du coup, à la question qui est tout à fait pertinente, c'est que, au-delà de ces 4 fameuses synergies, il faut aussi regarder les services que la centrale peut rendre. Et là, j'emploie le terme service parce qu'on en parlait ce matin. On peut parfaitement venir, par exemple, poser des panneaux solaires au-dessus d'une culture qui est en bordure de forêt. L'installation agrivoltaïque va être entièrement clôturée, 2 mètres de haut, enterrée à 30 cm dans le sol, quelque chose de solide, capable de résister aux sangliers. Et en effet, si l'agriculteur, sur ses 20 hectares de blé, chaque année, il prend 8 000 € de dégâts à cause des sangliers, ou si jamais on a des troupeaux ovins qui pâtissent de la présence de la faune sauvage et ou de la présence du loup, dont on parle énormément aujourd'hui dans les massifs montagneux et qui commencent même à descendre dans les plaines, ce sont des aménités positives, ce sont des services qu'on rend qui ne sont pas ceux du décret. Il faut quand même en prouver un dans le décret, bien sûr. Mais ça, ce sont aussi des arguments qui sont très forts à prouver, à apporter en CDPENAF et qui vont vraiment permettre de faire la cohérence avec le projet de l'exploitant. Aujourd'hui, vous travaillez dans les Alpes de Haute-Provence avec un éleveur ovin, le mec il va vous dire les loups, 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 les loups. Bon, alors après, vous allez améliorer le bien-être des ovins avec un rafraîchissement des températures. Ça, c'est très bien aussi, c'est réel, mais d'abord les loups, d'abord les loups. Allez-y, je vous en prie, monsieur Loïs. Je voulais juste apporter un tout petit complément par rapport à la question qui avait été posée, était dit, mais pourquoi est-ce qu'on ne se contenterait pas d'un niveau au moins égal ? Dans tous les cas, pour répondre à la question, aujourd'hui, les textes n'ont pas prévu comme ça. Donc déjà, si c'est ça, il faut modifier la réglementation. Mais pourquoi la réglementation a été faite comme ça ? C'est aussi sur le thème qu'on aborde depuis ce matin, c'est la question de l'acceptabilité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans la mesure où il s'agit de quelque chose d'innovant, de nouveau, et je pense que ça doit faire partie des choses qui, au sein du ministère, est important, pour donner justement de l'acceptabilité, la réflexion, ça a été de mettre un niveau de curseur qui soit rassurant en disant on ne fera pas moins, et puis, j'allais dire, porté par un élan extrêmement positif, on s'est dit on va même faire mieux. Voilà, mais parce qu'effectivement, le mieux est plus acceptable que le identique. Parce que le fait est qu'on apporte une dimension visuelle un petit peu différente, on peut choquer un petit peu localement les riverains. Donc on leur dit, ben oui, mais il y a un petit désagrément quelque part, donc on a du mieux à vous apporter. Ça travaille tout ça de l'acceptabilité. Peut-être que la réglementation pourra être révisée à l'avenir, quand l'acceptabilité sera plus forte. Je laisserai peut-être, je ne sais pas si vous avez, vous, des informations là-dessus. Hermine, avez-vous des informations ? Non, mais effectivement, enfin, je confirme que la volonté du législateur, d'ailleurs, c'était de dire l'agrivoltaïsme, c'est l'agriculture en premier et l'énergie en second. Donc, effectivement, les 4 services qui ont été rappelés, c'est bien des services qui sont apportés à l'agriculteur et qui vont avoir des conséquences positives directes sur son activité et pas seulement le maintien de certains indicateurs. Donc ça, je confirme que ça relève même du niveau de la loi. Donc, pour l'instant, ce sont les principes qui sont fixés. Et effectivement, comme il a été dit, la France fait partie
partie des pays les plus avancés dans la réglementation, donc sous aussi l'impulsion du Parlement. Mais c'est effectivement l'autre côté de la pièce, hein, c'est de dire, certes, on va développer cette activité sur nos champs, mais par contre, il faut des garde-fous, il faut que l'activité soit strictement encadrée, et il faut surtout qu'il y ait des bénéfices pour les agriculteurs. Et j'en profite peut-être pour rebondir sur le sujet du partage de la valeur qui a été mentionné. Donc avec ces deux grandes catégories de partage de la valeur, on a le partage de la valeur territoriale qui est donc au profit plutôt des communes et qui a été introduit dans la loi d'accélération de la production d'énergie renouvelable. Donc aujourd'hui, nous travaillons sur ce décret et par ailleurs, il y a donc le partage de la valeur contractuelle avec les agriculteurs qui est en cours de réflexion. Je voulais simplement mentionner le fait que dans les deux cas, à la fin, les projets agrivoltaïques restent donc des projets qui nécessitent un soutien public. Et donc, s'il y a de la redistribution qui se fait, c'est aussi quelque chose qui va être pris en charge par l'État via la subvention qui va être attribuée. Donc c'était juste pour apporter cet éclairage qui est qu'à la fin, c'est quand même la DGEC et le ministère de l'Énergie qui soutiennent la production agrivoltaïque via les futurs dispositifs de soutien dont je parlais tout à l'heure, les appels d'offres, les arrêtés. Et donc voilà, ce partage de la valeur, certes, c'est entre un énergéticien et un agriculteur et ou un propriétaire, mais derrière, c'est quand même grâce aussi à la subvention publique, tant que ces projets ne sont pas encore viables tout seuls. Allez, d'autres questions peut-être dans la salle ou sur le chat? Oui, il y a un bras qui se lève. Bonjour monsieur. Bonjour. Une question concernant les CDPENAF et les avis qui sont rendus. Souvent, on a une sorte de défiance, de peur d'ouvrir la boîte de Pandore. C'est-à-dire que des projets sont déposés. On a parlé tout à l'heure de 100 000 hectares pour l'agricole, pour faire la PPE. Il y a 29 millions d'hectares possibles. Pourquoi juste 100 000 ? Si on ouvre trop facilement, si les CDPENAF se responsabilisent et laissent passer, jusqu'à quel point elles vont pouvoir laisser passer et jusqu'à quel point, à un moment, elles vont devoir dire non ? Parce que sinon, c'est tout le monde qui vont vouloir leur projet. Comment gérer ça ? Maître Ferjou. Moi, ça, c'est une question compliquée, complexe. Le droit, il plafonne pas. Je veux dire, c'est comme le droit de construire une maison. Hein. On peut en construire partout où on peut. Il faut remplir les conditions. Mais je pense que au regard de... Enfin, si on regarde au niveau des éoliennes, c'est pareil. Hein, il n'y en a pas une par champ aujourd'hui. Enfin, voilà. Il y a une régulation qui est complexe, qui provient de différents aspects. C'est le droit. Il y a aussi le vecteur économique, il y a le technique aussi, il y a le raccordement, il y a la demande en énergie, il y a le soutien public qui évolue aussi en fonction. Sans doute que finalement le critère le plus variable et qui peut jouer là-dessus, c'est le soutien public sur les atteintes des objectifs. Après, c'est extrêmement difficile de savoir, de mesurer. Mais en revanche, sur la boîte de Pandore, je pense que c'est un mauvais argument pour les CDPENAF parce que le texte aujourd'hui, pour un juriste, pour les juristes des sociétés de projet, c'est pas forcément un cadeau, hein, pour être honnête. On est sur quelque chose qui, de toute manière, le préfet, il est là pour mettre le curseur entre ce qui est légal et non légal. Et l'équilibre, il est fait d'une telle manière. Alors, il sera sans doute, on est sur un point de départ, donc à affiner progressivement, on verra les trous dans la raquette ou ce qu'il y a. Mais c'est normal, c'est la vie d'un régime juridique, ça. La CDPENAF, elle n'est pas là pour moi pour contrôler la légalité des projets. C'est autre chose. C'est avoir une autre appréciation. Mais elle ne doit pas se sentir comme dans cette idée-là, c'est la loi qui fait ça. Et je peux vous dire que si la loi finalement, on se rend compte qu'on peut mettre des panneaux sur tous les champs de la France. La loi ne serait pas écrite de cette manière-là. Elle a ses garde-fous et elle évoluerait très vite, de toute manière. Hein. Donc voilà pour, en tout cas, ma participation à la réponse. Vincent, un complément. Pour rebondir immédiatement sur ce qu'a dit Maître Fréjou, la CDPENAF, elle n'est pas là, en effet, pour valider et dire ce qui est légal ou non. Par contre, elle est là pour dire ce qui est acceptable ou pas sur son territoire. La nuance est là, elle est de taille, mais ça veut dire que sur le plan pratique, c'est quand même très important. Comme vous l'avez très bien dit tout à l'heure, on ne peut pas mettre sur le même cadre
la loi, les décrets APER, ces arrêtés d'application, et une charte, une doctrine départementale. On ne peut pas les mettre sur le même cadre. Mais une charte ou une doctrine n'est absolument pas négligeable. Il faut absolument la prendre en considération et y déroger portera atteinte d'une façon ou d'une autre au projet et à son acceptabilité. Contrairement à la loi, il y a éventuellement des moyens de négocier, il y a éventuellement des moyens de discuter de la Chambre d'agriculture et d'obtenir des dispositions, des aménagements sur présentation d'un argumentaire construit. Contrairement à la loi, on a mis sa ceinture ou on ne l'a pas mise. Mais par contre, c'est extrêmement important de le respecter et à mon sens, c'est aussi ça beaucoup qui va limiter plus que limiter, moi j'aurais utilisé le terme orienter le développement de l'agrivoltaïsme sur les territoires. On a des territoires qui ont opté pour des petits projets très collectifs, avec un grand partage de la valeur, etc. Mais les difficultés techniques que ça suppose, quand on limite un projet à 5 MW crête, on se rend compte très vite qu'il faut que le poste source ne soit pas loin, sinon ça ne va pas trop passer. Il y a des gens qui mettent, comme je le disais tout à l'heure, un accent sur la polyvalence des installations, d'autres qui mettent en exergue le besoin agricole. Donc il y a vraiment une direction qui est donnée par les chartes, par les doctrines, qui n'est absolument pas à négliger. Et c'est à mon avis ce qui va aussi réguler ce sujet de boîte de Pandore. Responsabilisation de la CDPENAF n'est pas uniquement par rapport à la loi. La CDPENAF, ce n'est pas que la Chambre d'agriculture, et il faut aussi qu'elle soit transparente vis-à-vis de sa doctrine, qu'elle l'applique. Mais contrairement à avant, voilà, les refus devront être motivés par la loi, par contre plus que par la doctrine. On a le temps de prendre encore une question ou deux. Je ne sais pas s'il y a des questions sur le chat aussi. Je ne vois plus de mains qui se lèvent dans la salle. Si, monsieur Aubout, on vous amène un micro. Bonjour. Bonjour, Benoît Fabre. Il y a une loi en France qui interdit tout engrillagement. Qu'est-ce que ça va faire sur les projets photovoltaïques ? Je ne sais pas si on a bien compris votre question, monsieur. Il y a une loi en France, notamment en Sologne, mais partout ailleurs, qui interdit les engrillagements. Les gens doivent enlever toutes les parcelles engrillagées. Qu'en est-il de l'agrivoltaïsme ? C'est une loi que je ne connais pas en détail. Je la connais, mais pas en détail. Ce que je vois dans les projets, moi, c'est surtout vis-à-vis de la biodiversité. C'est que souvent, on développe des clôtures qui permettent de faire passer la petite faune déjà. Mais effectivement, ça c'est quelque chose que... Alors, en plus, mais c'est quelque chose que je n'ai pas identifié, je n'ai pas regardé en détail, moi, enfin à mon sens, la portée de cette loi anti-engrillagement sur les parcs photovoltaïques. Je pense qu'il doit y avoir des exceptions malgré tout sur certains sites, où, en tout cas, mais ce que les projets font, c'est permettre le passage de la petite faune. Mais faudra regarder effectivement pour savoir quelles sont les implications de cette loi engrillagement. Je n'ai pas la réponse exacte, monsieur, c'est une très bonne question. Personne souhaite apporter de complément sur cette question, Hermine ou Vincent? Non. Une question, oui, madame, on va vous apporter un micro. Au milieu de la salle, levez la main, qu'on vous identifie, voilà, il arrive. Pardon, monsieur, excusez-moi. Et puis on marquera une pause à l'issue. Bonjour, Nausicaa Rodakis de The Energy. On a parlé donc effectivement du cadre contractuel, des montages, de la pérennité de l'exploitation. On vient de parler de l'engrillagement et donc des sujets assurantiels qui vont se poser aussi. Comment vous intégrez dans toutes ces réflexions qui font évoluer la loi et le cadre les prêteurs? Parce que la problématique qu'on a aujourd'hui quand on a un projet qui obtient ses autorisations, ça c'est super, qui a un raccordement possible, ça c'est encore mieux. Derrière, on va devoir aller chercher le financement. Et le financement, on va se retrouver avec des comités de risque qui vont s'enchaîner, où on va nous poser des questions sur, effectivement, comment on garantit d'avoir les droits réels. Alors, vous y avez répondu, donc voilà. Comment on gère la partie assurantielle si, par exemple, on ne met plus de grillage. Comment vous allez me garantir, moi, banque, que vous allez avoir un agriculteur tout le temps, parce que je vois que si vous n'en avez pas pendant 18 mois, vous devez démanteler et rembourser. Donc, comment on intègre cette partie prenante qui est clé dans le montage et dans le fait de sortir les projets, les gens qui ont les cordons de la bourse et qui aujourd'hui, sur la partie agrivoltaïque, sont un peu en panique
parce qu'ils se demandent, ils ont envie d'aller là-dedans parce que voilà, tout le monde a son fond un peu pour aller vers du vert, vers les ENR. Mais le cadre qui est donné aujourd'hui fragilise la bancabilité des projets. Donc, quand est-ce qu'on parle de la bancabilité des projets agrivoltaïques ? Alors, Monsieur Laurisson, Vincent, Maître Ferjou aussi, vous avez peut-être votre mot à dire. Je prends la parole, mais pour presque un peu enfoncer des portes ouvertes, ce que vous décrivez là, j'allais dire, je l'ai toujours connu. C'est-à-dire que depuis que je travaille sur les énergies renouvelables, le juge de paix de tout ça, final, c'était effectivement le banquier. C'est-à-dire que quand on prépare toute la documentation juridique, et principalement le bail amphithéotique qui était le cœur du contrat, c'est un petit peu moins vrai finalement maintenant sur l'agrivoltaïque, à la fin, il y a toujours effectivement les services juridiques de la banque qui viennent s'assurer que toute l'opération, elle est effectivement finançable, qu'il n'y a pas de risque de remise en cause, ce qui est légitime. Hein. Je serai le prêteur, j'aurai la même prudence, évidemment. Donc le notaire a un rôle clé dans tout ça, en termes de sécurisation de l'ensemble des contrats, s'assurer effectivement que le bail amphithéotique tient la route, que le contrat est équilibré, qu'on a effectivement un contrôle suffisant de l'énergéticien. Je l'évoquais tout à l'heure, je dis que c'est bien ça qui nous pose problème. C'est pour ça qu'on dit qu'on essaye d'inventer un nouveau modèle. À aujourd'hui, sur les projets dont j'ai pu avoir connaissance, le schéma qui est développé à travers bail amphithéotique qui intervient évidemment après l'ensemble des autorisations, on est bien d'accord, toutes les autorisations sont purgées de tout recours, chacun des obstacles, parce que finalement c'est un peu vécu comme ça, a été franchi, et on arrive, on régularise ce bail amphithéotique, donc les droits réels sont là, ils peuvent être hypothéqués, il n'y a pas de difficulté. Et puis le nerf de la guerre, c'est effectivement le contrat entre l'exploitant et l'énergéticien, et là chaque énergéticien va avoir un petit peu sa façon de l'organiser, de l'orchestrer. Le seul conseil moi, que je donne, évidemment, c'est de faire prévalider par les services de financement les termes du contrat. Alors là où c'est un petit peu délicat, c'est que certains projets ont été développés bien avant l'entrée en vigueur des textes, qu'il y a eu des pré-contrats, des engagements qui ont été pris, qu'il faut réécrire un petit peu maintenant. Et quand on réécrit alors qu'on est pratiquement sur le point de commencer à installer les panneaux, c'est pas le plus confortable, c'est pas le plus facile. Donc c'est un peu c'est beaucoup de travail, beaucoup de vigilance, beaucoup d'échanges pour s'assurer qu'effectivement chaque législation est bien respectée. Mais on va y arriver. Hein. Vincent, on va y arriver ? J'avais promis de ne pas me faire de pub, mais comment pourrais-je laisser passer une telle occasion, malheureusement ? Très concrètement, au niveau des bureaux d'études, ce sont des questions qu'on se pose aujourd'hui tout à fait, comme l'a très bien dit Maître Laurisson, qu'on prend à bras-le-corps. Si j'avais un conseil à vous donner, ce serait, bon, évidemment, de vous entourer des meilleurs, mais en tout cas, de vous entourer de bureaux d'études qui vont avec vous appréhender l'ensemble des risques liés au territoire, à l'activité agricole, aux défis techniques. Parce que le sujet, par exemple, du grillage, évidemment, de façon c'est légal, il faudra toujours un grillage. Par contre, il y a un vrai sujet au niveau des assurances et des banques aujourd'hui sur le pilotage des panneaux trackers par les agriculteurs qui ont besoin de pouvoir les piloter eux-mêmes quand ils passent la moisse-batte ou quand il y a des besoins spécifiques sur le pulvé ou quoi. Et à l'inverse, le banquier, il dit non mais moi je veux qu'il y ait maximum tant de jours autorisés où l'agriculteur il peut toucher les panneaux parce que sinon je ne finance pas. Donc il y a tous ces sujets-là qu'il faut absolument appréhender en amont. L'agriculteur, il fera pas. Enfin, bon alors, rendez-vous dans 50 ans dans cette même pièce et vous me le montrez, mais je ne suis pas sûr qu'il y ait un jour un agriculteur qui fasse les 40 années de suite sous la centrale. Il y a forcément un moment où ça va changer. Il y a forcément un moment où ça va bouger. Dans ce cas-là, la question, c'est est-ce que le territoire est suffisamment dynamique pour proposer autre chose ? Est-ce qu'il y a de l'infrastructure ? Est-ce qu'il y a de la diversité ? Et ça, vous avez besoin, je crois, aujourd'hui, d'une expertise et d'un œil extérieur. Pour nous, c'est des choses qu'on fait aujourd'hui très en amont, même des projets, pour aller chercher les financements avant même tout développement. C'est de dire, voilà l'idée, voilà le projet porté par un exploitant. Est-ce que c'est quelque chose qui, demain, pourrait être viable ? Aussi bien le côté agricole que, finalement, le côté solaire. Et est-ce que si je suis dans l'Aude, et je dis ça parce que j'en connais un, dans l'Aude, chez un producteur de lait d'ânesse bio, et que c'est super, hein, mais que je dimensionne la centrale que là-dessus, si demain, quand il part, je dois trouver un autre producteur, un autre éleveur d'ânesse, ça va être plus compliqué. Si j'adapte ma centrale, on apporte des garanties au banquier pour dire, mais demain, je peux aussi bien y faire des ânes que des vaches, que des moutons, que de la fauche,
que tout un tas d'élevage. Voilà. Donc c'est sur ces sujets-là qu'il faut travailler, absolument. Florian Ferjou, allez-y, et puis on prendra une question. Deux mots sur cette question-là. Il faut bien se dire que aujourd'hui, c'est plus facile d'obtenir une autorisation. Enfin, c'est plus lisible la manière d'obtenir une autorisation d'urbanisme qu'avant. Et toute l'idée de ce cadre juridique, il est là, on est bien dans la prévention, parce qu'on est dans le régime de l'autorisation. Et finalement, toutes ces conditions-là, elles sont nombreuses, on n'est pas revenu à chaque fois dessus, revenu durable et autres, caractères significatifs, elles sont là pour garantir que tout va bien se passer de toute manière, dans les 40 années à venir. Et le respect de toutes ces conditions-là, dans un dossier contrôlé par le préfet, par la CDPENAF, si le permis il est délivré à la fin, tout devrait bien se passer. Il y a des changements, évidemment, qui peuvent être à prendre en compte. Le changement d'agriculteur, ça va être des éléments où il faudra être souple, mais il y aura toujours des solutions. Et ce que je disais, on bascule un peu dans une logique de droit de l'environnement. Mais droit de l'environnement, c'est ça, hein, le droit des installations classées. On contrôle à peu près périodiquement toutes les installations. Il y a des agriculteurs, ce sont des installations classées. Du jour au lendemain, si ça ne va pas, on arrête ces types d'installations. Ça ne les empêche pas d'avoir une activité économique et d'être financés par finalement nos prêteurs qu'on aime beaucoup. Allez, une dernière remarque ou question ? Oui, merci. Une dernière question sur le chat des gens qui nous suivent en ligne, de Laure qui nous dit « Bonjour, vous parlez d'acceptabilité du côté de la CDPENAF. J'ai une question au regard de la théorie du trouble anormal de voisinage. Est-ce que vous pensez qu'un voisin puisse agir à l'encontre de l'énergéticien ou de l'exploitant agricole de l'installation agrivoltaïque ?» Guillaume, Florian. Trouble anormal de voisinage, c'est quelque chose d'autonome. C'est-à-dire qu'on peut y aller, on en a parlé, d'un coq, c'était oui, l'action. Je pense que c'est ce qui a fait réagir. Exactement, on peut contester, on peut en tout cas tenter une action en trouble anormal de voisinage pour le coq du voisin qui fait trop de bruit parce qu'il serait anormal. On peut toujours le faire dans la théorie. Après, il faut aller le chercher, le trouble anormal, hein, quand on est voisin. Et pour le coup, voilà, on a déjà cette question-là d'ailleurs en matière éolien, qui, je pense, est à un degré un peu plus fort en termes d'influence. Ce n'est pas non plus un terrain de contentieux qui est particulièrement développé et où il y a les actions qui réussissent. Ponctuellement, on ne peut jamais l'écarter parce qu'il y a des circonstances très, très, très particulières. Mais de manière générale, avant que le parc photovoltaïque, agrivoltaïque devienne un trouble anormal de voisinage pour un voisin qui aura fait cette action autonome, voilà. Et je pense qu'il y aura besoin d'énormément de circonstances particulières. Ce n'est pas un risque lié au développement de ces projets-là, à mon sens. Guillaume Laurisson, vous voulez rajouter quelque chose ? Oui, non, je voulais juste ajouter que si on veut voir un côté positif aux très nombreuses autorisations et étapes à passer, c'est que justement, ça donne quand même tout un contrôle. Et le candidat à l'action en trouble anormal de voisinage, il faudra quand même qu'il aille démontrer quelque part qu'un petit peu indirectement, toutes les administrations et tous les organismes se sont joyeusement plantés en autorisant l'installation. Donc, il faut aussi voir le côté positif de tout ce travail profond en amont. C'est quand même un élément tout à fait caractéristique de notre droit, c'est qu'on travaille beaucoup en amont pour plus de sécurité derrière. Hein, donc ça fait aussi le lien avec cette question sur le financement. Toute cette sécurisation foncière, juridique, d'autorisation génère une difficulté à développer les projets. Par contre, une fois qu'ils sont installés, le risque de remise en cause, je ne vais pas dire qu'il est nul parce qu'on ne peut pas arriver à zéro, mais en tout cas, il est très nettement atténué. Vincent, vous avez le mot de la fin, à moins que Hermine, vous souhaitiez rajouter quelque chose. Honneur aux dames, non ? Ça permet simplement de mettre en emphase le besoin impérieux de concertation avec les acteurs locaux sur tous les projets agrivoltaïques. C'est vrai à la Chambre d'agriculture, c'est vrai à la DDT, c'est vrai chez la Comcom, c'est vrai chez Monsieur le maire, et c'est aussi vrai chez le voisin. Quand vous avez fait 1, 2, 3, 4, 5 réunions publiques d'information avec 5 développeurs différents et des voisins qui arrivent et qui ont toujours les mêmes questions sur l'impact paysager, sur l'impact visuel. On en rigolait tout à l'heure, mais sur les ondes dégagées par les transfos, etc., c'est des vraies préoccupations sur le terrain. Et des gens qui vous disent, mais vous venez mettre des panneaux à 10 mètres de la limite de ma propriété. Moi, je voulais partir dans le sud de la France à la retraite. Comment je vais faire ? Ma maison ne se vendra jamais. D'où l'importance impérieuse
d'aller voir les voisins, d'aller voir que ce soit des particuliers, que ce soit des professionnels, de discuter avec eux, de trouver des solutions d'entente. Et je crois que c'est le thème de la table ronde qui va suivre, donc c'est juste absolument parfait. C'est concertation, concertation, concertation. Merci infiniment, merci chère Hermine, merci messieurs pour la grande qualité, la grande richesse, la grande pertinence de vos propos. On peut les applaudir chaleureusement. Et merci à vous pour votre participation active ainsi que ceux qui nous suivent en étant connectés. Je vous propose une courte pause d'une 30aine de minutes. On se retrouve ici pour la dernière table ronde de l'après-midi. À tout de suite, merci.